Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la CSRD avec tout un programme sur réussir son projet en 2025. Donc vous êtes très nombreux à vous être connectés, on vous en remercie. Vous allez avoir un petit sondage, vous l'avez peut-être déjà eu, vous demandant un peu où vous en êtes sur cet aspect-là. Si vous avez le temps d'y répondre ou l'envie d'y répondre, n'hésitez pas. Pour toutes les questions durant le chat, durant le webinaire, ça se passera dans le chat en direct. On essaiera d'y répondre en live. Sachez également qu'à la fin du webinaire, celui-ci sera disponible en replay sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey et de Caroline, qui travaillent aussi chez Altopi en tant qu'experte RSE et qui m'accompagneront pour cette présentation. Alors, le programme aujourd'hui de ce webinaire, c'est déjà de faire un petit point sur la CSRD en 2025, parce qu'il y a quand même des nouveautés récemment qu'il est assez utile d'aborder. Ensuite, on parlera des principales étapes d'un projet CSRD. On parlera également outils. Et puis, on parlera d'un cas pratique, d'un cas client, pour illustrer nos propos et pour avoir un peu plus de concret dans ce que représente la CSRD aujourd'hui pour une entreprise. Alors, Altopi, qui sommes-nous? Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un cabinet de conseil en RSE. On accompagne des entreprises dans leur stratégie RSE. Donc, on est une équipe d'une vingtaine de collaborateurs, vingtaine de consultants. On est plutôt engagés, hein, c'est vraiment notre credo. On a comme engagement de faire en sorte que les entreprises jouent aussi un rôle dans l'amélioration de notre société, aussi bien sur la partie environnementale que la partie sociale. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 300 entreprises différentes de tout secteur d'activité, j'en parlerai tout à l'heure. En termes d'activité, on travaille aussi bien sur la partie vraiment stratégique du conseil, de diagnostic, de pilotage sur la partie RSE, de tout ce qui va consister également à la partie réglementaire, donc justement la CSRD, mais également les bilans carbone, qui soient d'ailleurs obligatoires ou pas, tout ce qui va être rapport RSE. L'implication, la sensibilisation des collaborateurs via des formations, via des outils comme la fresque du climat ou notre propre outil, mon métier à l'impact. Et puis tout ce qui va être la valorisation de l'engagement de l'entreprise, donc des labels et certifications comme EcoVadis, que vous devez connaître, ou Bicorp. Donc on a vraiment un panel complet d'offres pour accompagner nos clients dans leur stratégie RSE au sens large. Comme je disais tout à l'heure, nos clients sont vraiment de tout secteur d'activité, aussi bien dans l'industrie, dans la construction, on a aussi dans le transport, dans les services, un service numérique, les services aux entreprises. Voilà, c'est vraiment notre métier d'accompagner vraiment des PME, des ETI, donc de les aider en fait à mieux s'engager, à mieux formaliser leur engagement pour l'environnement et pour le social. Alors, la CSRD en 2025, les choses ont bougé récemment, peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a eu une première annonce de Stéphane Séjourné, qui est un vice-président exécutif à la prospérité et à la stratégie industrielle de la Commission européenne, qui a parlé de supprimer ou d'annuler la CSRD. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc ça, c'est un peu un effet d'annonce. En gros, il y a une certaine pression du patronat pour simplifier lourdeur administrative de la Commission européenne, qu'elle est ressentie en tout cas par les lobbies aujourd'hui. Et l'idée donc est de simplifier les normes européennes, notamment les normes environnementales. Et donc il y a une loi qui s'appelle une loi Omnibus qui sera dévoilée fin février, qui a pour objectif de réviser plusieurs textes du Green Deal, dont fait partie la CSRD, mais également aussi la CS3D, tout ce qui est devoir de vigilance et d'autres thèmes qui tournent autour du Green Deal, qui est, je vous rappelle, un énorme objectif de l'Union européenne de faire en sorte que l'Europe soit plus verte et respecte les accords de Paris. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette loi Omnibus? Donc, encore une fois, on est en pleine discussion, en pleine rédaction, donc on est un peu dans le flou. Ce qui se dessine,
c'est qu'il y aurait une nouvelle catégorie d'entreprises qui existe aujourd'hui à petite entreprise et grande entreprise. On créerait une entreprise qui s'appellerait les ETI, qui serait une catégorie entre 250 et 1500 salariés, avec moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires, qui serait une nouvelle catégorie. Et du coup, l'idée, ça serait pour cette partie ETI de simplifier et de ne pas reporter exactement comme reporteront les grands groupes. Voilà l'idée. Et également de dire qu'au lieu de faire un reporting CSRD complet, c'est de se calquer sur un reporting CSRD qui existe déjà pour les PME cotées, qui est donc un reporting allégé, qui répond un peu au même principe de la CSRD. On sait la CSRD avec une notion de double matérialité, mais c'est juste que les indicateurs à fournir seront moins nombreux que ceux pour un grand groupe. Voilà. Donc en gros, on est clairement dans le flou. Il y a déjà des entreprises qui publient leur rapport de durabilité. Les grandes entreprises ont déjà publié leur rapport de durabilité. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà engagées dans le dossier. Donc, on ne sait pas trop comment tout ça va se terminer. Voilà, l'idée quand même, c'est de conserver le Green Deal, parce que c'est quand même un axe fondamental de l'Europe, mais peut-être de simplifier le nombre d'indicateurs en fait, à fournir, tout en conservant la philosophie de la CSRD qui touche notamment à cette double matérialité. Du coup, on va passer au grand principe justement de cette CSRD. Et donc, je passe la main à Caroline. Effectivement. Donc, on va passer déjà au grand principe et donc aux objectifs déjà de la CSRD, à quoi ça sert cette nouvelle réglementation. Donc déjà, il faut savoir que c'est vraiment une avancée majeure dans le reporting extra-financier européen. Et elle a 4 objectifs stratégiques, donc notamment le premier étant de standardiser le reporting extra-financier grâce à des normes communes. Donc on y reviendra tout à l'heure, ce sont les ESRS. Qui rendraient en fait les données comparables entre entreprises et qui facilitent leur analyse par les parties prenantes, grâce notamment au balisage. Je vais également revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, le second objectif également, c'est d'élargir le périmètre des entreprises qui sont soumises à ces obligations de reporting extra-financier et donc de permettre, en ce faisant, une meilleure visibilité des impacts sociaux mais aussi environnementaux des entreprises à l'échelle européenne. On a également un troisième objectif qui serait de responsabiliser les entreprises en les obligeant à rendre publics leurs impacts sociaux, mais aussi environnementaux, de gouvernance, ce qui favorise en fait une plus grande transparence et une meilleure prise en compte des enjeux de durabilité dans la stratégie d'entreprise. Et enfin, le dernier objectif est d'orienter en fait les flux d'investissement vers des projets et des entreprises durables, en fournissant notamment aux investisseurs des informations qui seraient fiables et normées sur la performance ESG des entreprises, et notamment via la taxonomie. Donc ensuite, au niveau des fondamentaux de la CSRD, donc comme je vous le disais tout à l'heure, la CSRD, c'est un reporting extra-financier, c'est-à-dire un rapport de durabilité qui doit être rédigé par des entreprises d'une certaine taille. On reviendra tout à l'heure sur justement les seuils à dépasser pour être concernés. Mais donc, le grand principe, surtout la grande nouveauté de cette CSRD par rapport aux normes qui existaient auparavant, c'est le principe de la double matérialité. Donc, c'est le petit schéma que vous voyez à droite. Donc, qu'est-ce que la double matérialité? En fait, on va regarder d'une part la matérialité d'impact. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que l'entreprise, elle affecte son environnement au sens large. Donc, on parle de questions sociales, notamment par exemple des conditions de travail, mais aussi au sens environnemental, par exemple, quelles sont les pollutions de l'entreprise, et également en termes de gouvernance, à travers toutes les activités de l'entreprise. Et on va également regarder la matérialité financière. Donc ça, c'est à l'inverse. Comment est-ce que l'environnement de l'entreprise peut affecter mon entreprise? Donc par exemple, comment est-ce que mon entreprise peut s'adapter au changement climatique? Ou alors, comment est-ce que mon entreprise peut s'adapter à des nouvelles réglementations ou des nouvelles exigences de la part des clients, etc. Donc, il faut bien garder ça en tête. On a une double matérialité à prendre en compte. Et ensuite, cette analyse, elle doit être prise en compte, notamment sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, et pas uniquement sa responsabilité, pas uniquement dans l'entreprise, mais aussi tout ce qui est fournisseur et toute la chaîne de valeur.
donc de l'approvisionnement jusqu'à la fin de vie des produits ou services. Et enfin, pour garantir la fiabilité de ce reporting extra-financier, un audit externe doit être réalisé par un organisme tiers indépendant et cet audit est obligatoire. Et ça assure en fait la qualité et la véracité des informations qui seront communiquées par l'entreprise via ce rapport. Ensuite, au niveau, si on rentre un petit peu dans le détail, on va parler des ESRS. Donc déjà, puisque vous dire ESRS, c'est les European Sustainability Reporting Standards. Donc en gros, ça constitue vraiment le socle du rapport de durabilité qui est exigé par la CSRD. Et donc ces normes-là, elles se répartissent en 3 grandes catégories, on va dire. Donc on a tout d'abord les normes transversales. Donc avec le SRS 1 et le SRS 2, donc ce sont les principes généraux, les informations générales à publier. Donc par exemple, on va parler ici du périmètre de consolidation, des informations sur la chaîne de valeur en amont et en aval, mais également de la gestion des organes d'administration sur les impacts, les risques et les opportunités, toutes les principales caractéristiques sur la chaîne de valeur, etc. Donc vraiment des informations plutôt générales. Et ensuite, on a les normes thématiques qui, elles, se déclinent en 3 domaines. Donc, d'une part, l'environnement, ensuite le social, mais aussi la gouvernance. Donc, si on parle de l'environnement, on a plusieurs thématiques qui sont abordées de l'ESRS E1 à E5. Donc, notamment, on a le sujet du changement climatique, mais aussi la pollution. Celle-ci est ensuite divisée en plusieurs sous-thèmes. Par exemple, on a la pollution de l'air, mais aussi la pollution des eaux, des sols, les substances préoccupantes ou les microplastiques, par exemple, on regarde un peu plus dans le détail. On a également les sujets liés à la biodiversité et aux écosystèmes. Ensuite, on a l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Donc là, on va regarder un petit peu tout ce qui rentre, tout ce qui sort, mais aussi les déchets. Et enfin, dans cette partie environnement, on a également la taxonomie européenne qui est également intégrée à cette partie. Ensuite, on a la thématique dans les grands piliers social qui donc regroupe les ESRS S1 à S4. Et donc là, on a plusieurs sujets, notamment la main-d'œuvre propre à l'entreprise. Donc là encore, on a plusieurs sous-thèmes. Par exemple, des questions de sécurité de l'emploi, du temps de travail, de salaire décent, de dialogue social, de diversité, les questions de handicap, etc. Beaucoup d'autres sujets également. Et ces sujets peuvent également concerner les travailleurs de la chaîne de valeur, c'est le SRS S2. On a ensuite également le sujet des communautés affectées. Donc, par exemple, dans cette thématique-là, on va parler des droits économiques, sociaux et culturels des communautés qui pourraient être affectées par un projet, par exemple, d'une entreprise. On a également une catégorie sur les utilisateurs et les consommateurs finaux. Donc là, ça va être tous les sujets de protection de la vie privée, RGPD, les accès aux produits et services, on parle notamment de non-discrimination dans cet accès-là, tout ce qui est santé et sécurité des consommateurs. Et enfin, on a le sujet de la gouvernance, donc le SRSG, qui, elle, parle notamment de la conduite des affaires. Et donc là, on a plusieurs sujets, notamment la protection des lanceurs d'alerte, le bien-être animal, mais aussi des questions de lobbying. Et enfin, la gestion des relations avec les fournisseurs principalement. Et ensuite, il faut simplement savoir qu'on a également des ESRS qui vont être des sectoriels qui vont concerner des secteurs d'activité en particulier, par exemple le pétrole, le gaz, le charbon, etc., etc. Et comme le disait tout à l'heure Nicolas, on a également des normes spécifiques pour les PME, donc PME cotées et PME volontaires. À voir comment ça évolue. Ensuite, on passe aux indicateurs. Donc là, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'une fois qu'on a évalué nos impacts, nos risques et nos opportunités via la matrice de double matérialité, ensuite on va se demander comment est-ce que il faut changer notre modèle d'affaires pour tenir en compte, pour en tenir compte plutôt. Et donc ça, c'est la stratégie notamment. Donc comment est-ce que le business model doit changer vis-à-vis des impacts, risques et opportunités qu'on a préalablement identifiés. Et ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on a mis en place les outils qui permettent de suivre les politiques et les actions. Donc là, c'est toutes les questions de gouvernance notamment. Et enfin, il faudra communiquer des métriques et des cibles pour évaluer la performance et les objectifs de l'entreprise.
Ensuite, au niveau du calendrier d'application, donc là, je ne vais pas forcément tout est indiqué dans la slide, hein. Donc, en gros, on a des entreprises qui sont concernées en fonction de leur taille et de leur chiffre d'affaires. Pour l'instant, en tout cas, jusque-là, on avait des exercices de référence qui s'étalaient de 2024 à 2028. Et les premiers rapports de durabilité sont censés être publiés cette année et seront échelonnés dans le temps pour toutes les entreprises listées jusqu'en 2029. Ensuite, on va passer donc sur un peu de concret au niveau des principales étapes du projet. Donc, comment est-ce qu'on fait ce projet-là, en fait? Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Donc là, on a 7 étapes, notamment la première étape, ça va être la construction de la double matérialité. Ensuite, on va passer à l'identification du périmètre déclaratif. Ensuite, il faut également faire regarder un petit peu quelles sont les différences entre ce qui existe actuellement et ce dont on a besoin, et organiser la collecte, bien évidemment. L'étape suivante, c'est la construction des indicateurs qui manquent éventuellement. S'il en manque, il en manquera sûrement. L'étape suivante, c'est la consolidation des données, mais également la vérification de la cohérence de ces données. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on peut élaborer le rapport de durabilité. Et enfin, vient l'étape de la déclaration et de l'audit. Et donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail dans toutes ces étapes. Donc, pour commencer, la double matérialité, donc je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, mais on va vraiment rentrer dans le détail. La double matérialité, c'est vraiment l'objectif, c'est d'identifier les enjeux ESG qui sont matériels pour l'entreprise, c'est-à-dire qui sont importants de prendre en compte pour l'entreprise. Donc, que ce soit pour les thématiques sociales, mais aussi environnementales ou de gouvernance, sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc, l'objectif de cette double matérialité, déjà, comment est-ce qu'on fait cette double matérialité? Tout d'abord, il faut qu'on comprenne l'activité. Quelles sont les activités de l'entreprise, mais aussi quel est le modèle de l'affaire de l'entreprise, quelle est la chaîne de valeur de l'entreprise. Et donc, les entreprises, elles doivent commencer par analyser en fait leur propre modèle économique, tous les flux, les ressources, mais aussi les processus tout au long de leur chaîne de valeur pour ce faire. Ensuite, on va identifier les parties prenantes. Donc, en gros, il faut faire une cartographie des parties prenantes, internes, mais aussi externes. Donc, par exemple, les actionnaires, les clients, les fournisseurs, les communautés locales éventuellement affectées. Donc, toutes ces parties prenantes qui pourraient être impactées ou affectées par les activités de l'entreprise et qui pourraient être influencées, qui pourraient, influencer sa capacité à opérer ces activités. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut identifier les enjeux prioritaires également selon les parties prenantes. Donc là, en gros, l'objectif, c'est de recueillir leur avis sur les impacts et les risques et les opportunités qu'on aura préalablement identifiés, et pour être sûr qu'on n'oublie pas d'enjeux importants. Et enfin, la dernière étape, c'est d'évaluer les enjeux selon l'entreprise, mais aussi les parties prenantes. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. En gros, on va faire une évaluation des enjeux identifiés, voir quels sont, en croisant la vision des parties prenantes, mais aussi les analyses, par exemple, scientifiques, ou les avis des parties prenantes en interne et en externe. On va pouvoir mettre une notation sur ces enjeux-là. Et on reviendra tout à l'heure, fin de webinaire, on aura un cas pratique sur concrètement qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça ressemble, surtout une analyse de matérialité. Ensuite, pour la notation et notamment pour savoir comment est-ce que quelle note en fait on va mettre aux enjeux identifiés. On a deux façons distinctes de faire, notamment pour mesurer la matérialité d'impact, c'est-à-dire les impacts de l'entreprise sur son environnement. On prend en compte déjà la gravité. Et donc la gravité, pour la matérialité d'impact, elle regroupe trois choses: l'ampleur, l'étendue et la rémédiabilité. Donc l'ampleur, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on va regarder quelle est la gravité de l'impact, c'est-à-dire par exemple, concrètement, quelle est l'ampleur des atteintes à l'accès aux nécessités de la vie ou aux libertés fondamentales, par exemple, à l'éducation, aux moyens de subsistance, par exemple, pour une entreprise. Ensuite, on va également regarder la portée, l'étendue. Donc, en gros, quelle est l'étendue de l'impact, c'est-à-dire quelles sont les personnes touchées, combien il y en a, ou alors, si c'est un impact environnemental, on va regarder l'étendue des dommages environnementaux.
Et enfin, la rémédiabilité, c'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a un caractère irrémédiable ou non, donc c'est-à-dire dans la mesure dans laquelle l'impact peut être réparé ou non. Donc, par exemple, s'il peut y avoir une indemnisation ou une restitution derrière un impact. Et ensuite, on va multiplier ça par la probabilité de l'impact. Et enfin, pour la mesure de la matérialité financière, on va avoir uniquement à prendre en compte l'ampleur potentielle fois et la probabilité d'occurrence. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'identification du périmètre déclaratif. Donc, en fait, l'analyse de double matérialité, elle va nous servir à identifier quels sont les ESRS à traiter, quels sont les DR, donc les Disclosure Requirements, donc en gros les exigences de publication qu'il va falloir publier. Et enfin, il va falloir également déterminer quels sont les data points qu'on va devoir reporter. À savoir qu'on peut quand même exclure certaines activités non significatives du rapport de durabilité, si par exemple un groupe de produits ou de services ou de marché ou clients ou un secteur d'activité même représente moins de 10% des recettes et n'est pas lié à des zéros importantes. Voilà, forcément, s'il y a une incidence importante, donc c'est-à-dire un impact, un risque important, on ne peut pas l'exclure. Et donc concrètement, par exemple, une SRS à traiter, ça serait par exemple le SRS E1, changement climatique. Ensuite, une DR, ça pourrait être par exemple les politiques et les actions mises en place concernant par exemple la santé, la sécurité des travailleurs de l'entreprise. Et enfin, un data point, ça peut être par exemple, si on parle du changement climatique, ça peut être de publier les tonnes de CO2, scope 1, scope 2 et scope 3. Ensuite, l'étape suivante, c'est de regarder quelles sont les différences entre ce qui est existant et ce dont on a besoin pour réaliser le rapport. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les données actuelles, donc regarder un petit peu ce qui est déjà collecté, quels sont les documents existants, est-ce que le format de données est convenable par rapport à ce qui est attendu, quelle est la fréquence de collecte, etc. Et ensuite, on va évaluer les écarts avec ce qui est attendu, justement. On va évaluer quelles sont les données manquantes. Est-ce que les données sont disponibles mais dans un format qui ne serait pas adéquat? Ou alors, est-ce que les données sont disponibles mais non consolidées ou alors incohérentes? Ensuite, donc en fait, pour ce faire, une fois qu'on a on va devoir identifier en fait les contributeurs, pardon. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les départements ou les équipes dont on a besoin. Donc, par exemple, le service RH, les personnes qui s'occupent des achats, etc. Et on va voir qui détient les informations nécessaires pour chaque DR, donc chaque obligation obligation de reporter, on va dire. On va ensuite attribuer des responsabilités, donc assigner les DR spécifiques à chaque partie et leur expliquer voilà, qu'est-ce qui est attendu pour réaliser le rapport. Et ensuite, on peut également paramétrer un outil de collecte, on y reviendra tout à l'heure si on a un outil. Voilà. Et enfin, le suivi de la collecte, en fait, il faut qu'on s'assure que tout ça est bien suivi, qu'on ait éventuellement un tableau de suivi pour savoir quel est l'avancement du projet, qu'est-ce qui manque, et puis bien évidemment faire des points réguliers avec les contributeurs pour s'assurer que tout est OK et tout avance bien. Ensuite, au niveau de la construction des indicateurs manquants, donc là, on a 3 étapes. Donc déjà, on va faire une analyse des processus, mais aussi des documents relatifs aux indicateurs à construire, donc faire un état des lieux de ce qui existe mais qui n'est pas formalisé, identifier les informations qui pourraient être réorganisées ou adaptées pour générer les indicateurs manquants. Donc par exemple, concrètement, imaginons on a des factures d'énergie qui peuvent contenir des données utiles pour le calcul des émissions de scope 2 du bilan carbone, mais ne sont pas exploitées. Et là, il va falloir qu'on mette en place un système pour exploiter ces factures. Ensuite, la seconde étape, c'est la formalisation. Donc, par exemple, concrètement, ça veut dire qu'on va élaborer les documents manquants. Donc, par exemple, si des choses sont déjà réalisées mais qui ne sont pas formalisées, on va rédiger, par exemple, des politiques, des actions, rédiger les actions également qui n'auraient pas été formalisées. Ça peut également concerner la formalisation des données qui ne sont pas structurées. Donc, par exemple, transformer des données qui sont
disparates ou non organisées, donc par exemple ce que je vous disais tout à l'heure, hein, les factures ou des informations qui seraient qualitatives en format exploitable pour rédiger et faire des indicateurs. Et enfin, la troisième étape, c'est de déployer, c'est-à-dire déployer les plans d'action et instaurer la gouvernance. En gros, exécuter les actions identifiées pour collecter les informations manquantes et instaurer la gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place tout ça et comment est-ce qu'on supervise tout ça. Enfin, la cinquième étape, c'est de vérifier la cohérence des données, mais aussi consolider les données. Donc, vérifier la cohérence, c'est-à-dire que déjà, on va vérifier que toutes les données sont collectées de la même façon, que les indicateurs sont collectés de la même façon avec les mêmes méthodes de calcul, par exemple. Donc ça, c'est la première étape, mais aussi on peut faire une comparaison historique, par exemple, regarder les données actuelles par rapport aux données, les données passées, pour identifier si jamais il y a des anomalies. Et on peut faire également faire des vérifications croisées, par exemple, comparer les données provenant de différentes sources ou départements pour s'assurer qu'elles concordent. Et enfin, la dernière étape, c'est la consolidation des indicateurs. Donc, c'est-à-dire que là, on va agréger les données, rassembler les données brutes pour créer des indicateurs globaux. Donc, par exemple, la somme des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'ensemble de l'organisation. Et enfin, donc le rapport de durabilité. Donc, déjà, on va définir la structure du document. Donc, par exemple, élaborer le plan du rapport, des parties, etc. Ensuite, la seconde étape ici, c'est d'agréger les data points, donc les indicateurs, et les contenus supplémentaires. Donc, par exemple, du contenu supplémentaire, ça peut être des interviews, des études de cas, des graphiques, des tableaux, des choses comme ça. Et enfin, une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra rédiger le contenu, donc notamment tout ce qui est politique, rédaction des actions réalisées. Et ensuite, le balisage, donc qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation de tags pour structurer et organiser le contenu de façon à pouvoir retrouver facilement les données du rapport de durabilité. En gros, ça rend plus accessible les données et ça facilite la navigation en fait dans le document. Et c'est quelque chose qui est obligatoire en fait, qui permet de rendre une version électronique du document. Et enfin, dernière partie, c'est la déclaration et l'audit. Donc en fait, il faut savoir que ce rapport de durabilité, il doit être intégré au rapport de gestion et il doit être disponible sous un format d'information électronique pour transmission notamment à l'ESAP, donc l'European Single Access Point, qui va regrouper en principe dès 2027 les données financières mais aussi extra-financières qui sont publiées par les professionnels. Et donc, la dernière étape, c'est l'audit. Donc là, il faut se préparer notamment à d'éventuelles questions des auditeurs. Et donc, pour ce faire, il faut, par exemple, préparer toute la documentation. Donc, bien collecter les documents de preuve qui peuvent aider à répondre aux questions posées. Et puis, bien évidemment, assurer une clarté et de la transparence, c'est-à-dire expliquer le raisonnement. C'est surtout ça qui est important, expliquer le raisonnement qui a été suivi, les méthodes utilisées. Et puis les choix stratégiques qui ont été effectués. Super, merci beaucoup Caroline et bonjour à tous. Du coup, moi je vais vous parler des outils. Donc effectivement, Caroline vous a présenté toutes les étapes d'un projet CSRD. Et là, l'idée, c'est de réfléchir ensemble à justement quel outil choisir et quelle est l'utilité finalement de choisir un outil pour s'accompagner dans son projet CSRD. Donc, à quelle étape de la CSRD un outil est nécessaire? Donc, à plusieurs étapes justement, les étapes dont vient de vous parler Caroline. Déjà, au niveau de la collecte, les données à collecter peuvent être très disparates. Donc, on peut avoir des données au niveau social, au niveau environnemental, au niveau éthique, etc. Et l'idée, c'est quoi là? Ça fait une grande somme de données à collecter et que, du coup, forcément, ça fait des interlocuteurs différents également dans l'entreprise. Donc, ça peut être des départements différents qui s'occupent de ces données-là. Le fait d'avoir autant de données et donc un outil permet justement de faciliter cette collecte et de la suivre aussi pour s'assurer justement de où est-ce qu'on en est dans la collecte. L'autre étape pour laquelle ça peut être nécessaire d'avoir un outil, c'est donc le fait notamment justement de consolider les données. Alors si vous êtes des entreprises multisites par exemple,
que vous avez beaucoup de sites, typiquement au niveau environnement, potentiellement la donnée se fait au niveau local, au niveau de votre site. Donc pour pouvoir regrouper toutes ces données-là et les consolider, l'idée c'est d'avoir un outil qui vous permet de centraliser cette collecte-là. Et également parce que les fichiers de collecte selon les sites peuvent être différents, potentiellement les formats sont différents. Et donc l'idée c'est de normaliser tout ça, d'uniformiser les collectes pour pouvoir tout centraliser au même endroit. Et enfin, donc Caroline vient de vous parler du rapport de durabilité. L'idée, c'est aussi justement d'avoir un endroit qui centralise toutes les données qui vont être nécessaires à mettre dans le rapport de durabilité. Et également de faire le balisage dont elle vous parlait, donc les tags. Du coup, l'idée, c'est aussi de pouvoir le faire plus facilement grâce à un outil qui va vous permettre d'électroniser tout ça. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment nécessaire, selon nous, d'avoir un outil. Et donc, je vais vous présenter justement les différents types d'outils qu'on peut utiliser. En tout cas, donc l'idée, c'est que vous pouvez avoir 3 types d'outils. Donc, il y a des outils SaaS, donc ça va être plutôt des logiciels justement en ligne. Les avantages d'un outil SaaS, c'est qu'il n'y a pas d'investissement au départ. Donc, il peut y avoir un coût évidemment plutôt de licence, mais il n'y a pas de gros investissements au départ. Et l'intérêt d'un outil SaaS aussi, c'est que la mise à jour se fait automatiquement puisque c'est en ligne et donc ça va suivre vraiment les évolutions permanentes de la CSRD. Le problème qu'on peut rencontrer avec les outils SaaS, c'est au niveau de la confidentialité des données. Effectivement, on en a parlé, vous allez collecter un grand nombre de données, certaines peuvent être sensibles, et donc le fait d'être, du coup, que vos données soient hébergées par l'outil SaaS et que vous n'avez pas le contrôle sur l'hébergement des données peut poser potentiellement une question sur justement cette protection des données. Ensuite, on a la possibilité de créer donc un outil sur mesure, de faire développer un outil. Donc, ça part toujours de modèles, bien sûr, mais l'idée, c'est que vous pouvez vraiment l'adapter à votre entreprise en travaillant avec, du coup, des développeurs. Et l'idée, c'est de faire un logiciel qui puisse vraiment s'adapter au mieux à vos besoins. Donc, l'intérêt, forcément, c'est que vos données sont hébergées en interne. Donc, vous avez la sûreté de la protection des données. En l'occurrence, évidemment, ça représente un coût d'investissement assez important au niveau au départ. Mais à comparer avec justement le coût sur toute la durée de la licence avec un outil SaaS. Et enfin, la possibilité, c'est d'utiliser un outil en interne. Donc, ça peut être un ERP si vous travaillez avec un ERP. Ça peut être aussi tout simplement sur Excel. Évidemment, du coup, les coûts sont bien réduits, mais les fonctionnalités sont limitées. Et comme on l'a vu, il y a quand même beaucoup d'étapes qui nécessitent d'être vraiment structurées tout au long de la CSRD. Et donc, ça peut être quand même bien de faire appel à un outil qui peut vous permettre de faciliter toutes ces étapes. Quelles sont donc les fonctionnalités, en tout cas, qui sont indispensables, quel que soit l'outil que vous choisirez? Déjà, il faut que ce soit, en fait, il faut que l'auditeur puisse du coup accéder à cet outil et facilement faire son travail d'audit. Il faut également que vos données soient sécurisées. Donc voilà, comme on l'a dit, les données peuvent être sensibles, donc c'est vraiment important d'être vigilant sur ce point. Évidemment, il faut aussi qu'il y ait une ergonomie d'usage, que ce soit pratique d'accès pour vous et également pour toutes les personnes qui sont amenées à travailler sur cette collecte notamment. Qu'il y ait un tableau de bord de suivi de la collecte, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas, puisque c'est vraiment important de garder une visibilité justement sur l'avancement du projet. Et ça peut être intéressant aussi, aujourd'hui ça se fait de plus en plus, donc il y a des outils qui sont en train d'être développés avec l'utilisation de l'IA. L'intérêt par exemple de l'IA, ça peut être que les données à collecter peuvent être cherchées directement en fait dans vos fichiers. Donc c'est possible, aujourd'hui en tout cas c'est en train de se faire, donc l'IA aille chercher dans les fichiers de l'entreprise les données qui vont être nécessaires à collecter. Et donc, d'où l'importance aussi de la sécurité des données, puisque effectivement, si vous mettez vos données en ligne et que vous donnez accès à l'IA, voilà, ça peut poser un problème de sécurité des données. Donc, c'est des choses à prendre en compte lorsque vous choisissez vos outils. Voilà pour les outils. Et là, on va parler du coup d'un cas client. Donc, c'est vraiment un client qu'on a accompagné nous, que je vous présenterai en tout cas pas forcément précisément, mais en tout cas, je vais vous expliquer un peu quel type de client et quel était surtout l'accompagnement pour vous permettre d'illustrer précisément du coup ce que Caroline a présenté tout à l'heure. Donc, en termes de besoins, déjà l'entreprise du coup était dans le secteur d'activité de la communication. C'est une agence de communication implantée en France avec une clientèle B2B. Nous travaillons exclusivement avec des entreprises. Et du coup, avec un effectif de 250 collaborateurs, ce qui fait que cette entreprise était soumise à la CSRD. En termes de contexte, on accompagne d'ores et déjà cette entreprise puisqu'elle a souhaité anticiper ses obligations réglementaires. Donc, l'entreprise elle doit publier son rapport de durabilité en 2026 sur ses données 2025.
Mais l'intérêt d'anticiper, c'est que justement, on parle de données de 2025, c'est-à-dire que là, on a déjà commencé l'année. L'idée, c'est d'être prêt le plus tôt possible pour organiser la collecte, puisque si en 2026, on se rend compte qu'il nous manque plein de données à collecter, on n'a pas ces indicateurs, ça pose problème forcément. Et donc, l'idée, c'est d'anticiper pour pouvoir au mieux s'organiser sur l'année 2025. Et l'autre intérêt pour elle de commencer aussitôt du coup la CSRD, c'était que le rapport de durabilité, c'est bien sûr une exigence réglementaire, mais c'est aussi l'occasion d'avoir un outil de communication pour valoriser vos actions durables, comme peut le faire le rapport RSE. L'idée, c'est que ce soit un rapport de durabilité complet avec notamment une analyse de double matérialité. Comment concrètement on s'est organisé au niveau du projet? Donc les intervenants avec lesquels on a travaillé, en tout cas dans ce cas précis, c'était donc le pôle communication et le département RSE, et de notre côté du coup évidemment chef de projet. Et tout au long de l'accompagnement, il y a d'autres interlocuteurs bien sûr qui ont été associés au projet, que ce soit le département RH, les achats, la logistique, etc. Surtout pour la partie que je vais présenter juste après de double matérialité. Donc c'était vraiment important de pouvoir discuter avec les différentes parties prenantes. Mais en tout cas, c'est important de définir des interlocuteurs principaux qui vont nous permettre du coup d'avoir vraiment un échange facilité et de centraliser tout le suivi finalement du projet. Et le projet du coup a duré en tout 4 mois. Alors concrètement, donc les étapes ont été présentées tout à l'heure par Caroline, mais du coup en détail, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'accompagnement? Donc déjà au niveau de la double matérialité, ça veut dire qu'au départ on doit élaborer la chaîne de valeur. Donc comme vous l'a présenté tout à l'heure Caroline, l'idée c'est de vraiment savoir quelles sont les parties prenantes internes, externes, et quelles sont en fait toutes les parties prenantes qui vont être importantes pour les activités de l'entreprise. Donc ça, on établit cet atelier, on fait cet atelier avec la direction pour vraiment avoir une vision d'ensemble de l'entreprise. Enfin, de notre côté, on fait une pré-analyse sectorielle et concurrentielle. Donc, on va aller regarder justement au niveau du secteur quels sont les enjeux prioritaires, les enjeux RSE prioritaires. Et au niveau des concurrents également, on peut aller regarder du coup qu'est-ce qui se fait, quels sont les enjeux qui ont été identifiés comme prioritaires. Ensuite, l'étape d'après, c'est de mener des entretiens sur donc, les impacts, les risques et les opportunités. Donc pour ça, on a réparti par catégorie, donc par exemple RH, achat, logistique, IT et juridique. Et l'idée, c'était qu'ensemble, on réfléchisse aux enjeux, donc que ce soit des impacts, des risques ou des opportunités, qui sont importants pour l'entreprise et qu'on les liste, en fait, tout simplement, qu'on va vraiment lister tous ces enjeux pour ensuite les évaluer. Et donc l'étape d'après, c'est justement l'évaluation. Donc là, nous, on intervient là-dessus pour justement aller chercher les informations qui vont nous permettre d'évaluer, sous la méthode qu'a présentée Caroline tout à l'heure, la gravité, la probabilité de l'impact ou du risque. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre un score, en fait, de faire un scoring de ces enjeux. Et enfin, ça va nous permettre de réaliser notre matrice de matérialité, de double matérialité, que je vous présenterai du coup juste après. Ensuite, une fois que la matrice de double matérialité a été réalisée, l'idée c'est d'aller interviewer des parties prenantes justement pour s'assurer que la matrice correspond bien à la réalité des enjeux. Et donc, on va identifier donc, les parties prenantes. Ça peut être des clients, des fournisseurs ou des collaborateurs, donc internes et externes. Et l'idée c'est que nous, on a élaboré du coup un support d'entretien. Dans ce cadre-là, dans ce cas client, on a fait des entretiens qualitatifs, c'est-à-dire qu'on a mené 20 entretiens d'une demi-heure où on va vraiment justement classer ces enjeux, demander aux parties prenantes de classer ces enjeux et d'identifier du coup quels sont les enjeux les plus importants selon les parties prenantes pour l'entreprise. Et ça va nous permettre justement de remettre en question aussi, de s'assurer en fait qu'on a bien pris en compte du coup, tous les enjeux prioritaires dans notre matrice de double matérialité. Et enfin, du coup, les deux étapes d'après, c'est du coup de réaliser la liste des data points qui sont exigés. Donc, une fois qu'on a nos enjeux qui sont identifiés, on sait lesquels sont matériels et ça va nous donner du coup la liste de tous les indicateurs qui vont être nécessaires de reporter. On va faire l'analyse d'écart comme Caroline l'a présenté. Donc, on va aller regarder ce qui existe déjà dans l'entreprise et ce qui est nécessaire de mettre en place. Et on va, quand c'est nécessaire, mettre en place justement cette mesure d'indicateur. Et pour ça, du coup, il y a toute la partie de collecte. Donc, on va identifier quels sont les collecteurs. Est-ce que c'est avec la RH qu'on va collecter les données sociales, par exemple, avec potentiellement un responsable environnement pour les données environnement. L'idée, c'est vraiment d'identifier les parties prenantes qui sont les plus à même de répondre. On va leur attribuer, du coup, des indicateurs, des data points. Et on va, dans le cas où il y a un outil de collecte, justement, qui est utilisé,
on va implémenter cet outil de collecte avec le client. C'est ce qu'on a fait dans ce cadre-là. Du coup, la matrice de double matérialité, concrètement à quoi ça ressemble? C'est une matrice avec deux axes, donc un pour la matérialité financière, c'est-à-dire comme on vous présentait, c'est les risques du coup pour l'entreprise, les risques financiers pour l'entreprise que peut poser l'environnement au sens large. Et de l'autre côté, on a donc la matérialité d'impact, c'est-à-dire vraiment l'impact de l'entreprise sur son environnement. On va, quand on aura scoré du coup les différents enjeux, donc les ESRS que vous voyez ici, ça va nous donner donc du coup une note. Et l'idée, c'est de le placer sur la matrice et de définir un seuil de matérialité. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que là, pour cette entreprise, on a défini le seuil à 3, c'est-à-dire que tous les enjeux qui sont notés au-dessus de 3 vont être du coup des enjeux matériels sur lesquels on va devoir reporter. C'est comme ça en fait qu'on définit quels sont les data points sur lesquels on va devoir rendre des comptes. Donc pour ce client-là, on peut voir que du coup les enjeux qui sont matériels, on a donc l'adaptation au changement climatique. À noter d'ailleurs que c'est une matérialité financière uniquement et l'atténuation du changement climatique est une matérialité d'impact, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enjeux qui sont l'un ou l'autre, qui sont uniquement un impact de l'entreprise sur son environnement ou inversement un risque pour l'entreprise. On a aussi donc tout ce qui est sortie de ressources, donc ça va être justement l'utilisation de ressources qui va finir par sortir du coup, par exemple, des ressources à usage unique. On a tout ce qui est égalité des sexes, égalité de rémunération qui est aussi sorti comme un enjeu matériel, l'entrée de ressources également, et comme je le disais, l'atténuation du changement climatique et la santé-sécurité. Donc on voit qu'on a vraiment des enjeux à la fois environnement, à la fois sociaux, et du coup tout ça, ça nous donne du coup notre liste d'enjeux matériels. Tous les autres sont quand même importants, mais en tout cas, ce ne sont pas des enjeux matériels dont il y aura une obligation de reporting dessus. Merci beaucoup. Donc, on voulait vous annoncer que lundi, pour tous les participants à ce webinaire, vous pourrez recevoir notre livre blanc sur la CSRD, notre guide en fait pour la mise en conformité réussie. Vous allez le recevoir directement dans votre mail. Un grand merci d'avoir été présent. Sachez que Topi vous accompagne sur toutes ces problématiques de CSRD, à la fois donc sur la réalisation de votre matrice de double matérialité, mais également aussi pour formaliser tout ce qui est indicateur. Voilà, grâce à une méthodologie qu'on a éprouvée déjà chez plusieurs de nos clients et qui fonctionne plutôt bien. Vous allez recevoir un petit sondage là pour donner votre avis sur notre webinaire. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc Vincent est là pour vous aiguiller sur tous ces sujets-là, ou via notre site, notre chat sur notre site, ou par email, n'hésitez pas. Un grand merci encore pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous aura appris pas mal de choses. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires. Consultez régulièrement notre site web, car nous en réalisons régulièrement sur d'autres sujets autour de la CSRD. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.